j'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, au renouvellement donc de mon mandat. Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, quand vous entendez ces mots, que ressentez-vous? Comment réagissez-vous? C'est un aveu d'échec, mais d'échec collectif. Moi, je voudrais pas que la responsabilité de cet échec soit uniquement sur les épaules de Monsieur Hollande. C'est un échec collectif. Ça vous arrange comme ça, vous mettez tout le PS dans le même paquet, vous n'êtes pas dans la primaire et donc c'est mieux. N'est-ce pas? Non, mais je veux dire, ce serait trop facile de considérer qu'un seul homme est responsable des raisons politiques qui amènent à ce qu'il ne soit même plus en capacité de se présenter. Depuis 2012, une politique a été menée. Elle a profondément creusé un écart avec les Français. C'est ça le fond du problème. Donc vous l'avez pointé. Monsieur Valls et tous ceux qui ont été ministres avec lui, Monsieur Montebourg, Monsieur Hamon étaient là dès 2012. Benjamin Griveaux, qu'est-ce qu'on ressent comme même politique quand on entend ça de la part d'un président? C'est de la solennité, de la gravité, un sens des responsabilités, et je crois que c'est sans doute aussi ce que les Français ont ressenti hier soir. Sans doute n'a-t-il jamais été aussi sincère que dans cette expression qu'il a eue hier, rappelant à la fois son bilan, ses réussites, ses échecs, et c'est ce moment de sincérité, je crois que les Français ont ressenti, en tout cas c'est ce qui a été moi, le sentiment qui a été le mien devant cette déclaration. Laurent Baumel, pour Arnaud Montebourg. Moi, je suis un peu entre les deux en termes de ressenti, c'est-à-dire qu'il y a effectivement quelque chose d'assez digne et d'émouvant, et en même temps, il l'a dit lui-même, c'est d'abord un acte de lucidité sur le fait que la politique qu'il a menée l'a séparé, dans le fond, de manière assez profonde des gens qui lui avaient fait confiance en 2012. Et donc, il le reconnaît, j'allais dire, enfin. Christophe Carrèche, pour vous, c'était... Alexis Corbière a raison, il y a une forme d'injustice dans cette annonce, parce que le président de la République a mené, je crois, une politique courageuse, une politique qui a eu évidemment son lot d'impopularité, mais quand on gouverne, c'est comme ça que les choses se passent. Évidemment, quand on est sur le banc de touche et qu'on commente, c'est plus facile. Et il a pris une décision, effectivement, tout le monde l'a dit, extrêmement digne, au vu sans doute d'une analyse politique, je crois, assez froide. Parce que ça s'est pas passé pendant le déjeuner avec Manuel Valls, le fameux lundi, après l'offensive de Manuel Valls dans le JDD? Je n'ai pas d'informations particulières, mais le connaissant, je pense que ça procède d'une analyse politique très froide, très lucide. Il a insisté sur ce point, et qui fait qu'il n'était plus en situation, tout simplement, de pouvoir repartir au combat. Il reste évidemment président et il s'occupe de la tenue de l'État, de la conduite des affaires de l'État, et c'est très important. Mais il a donné quelques consignes, enfin une forme de testament. On va l'écouter. Je respecte la personne, le parcours de François Fillon, mais j'estime que le projet qu'il porte met en cause notre modèle social et nos services publics sans aucun bénéfice. Au contraire, pour notre économie, et avec un risque d'aggravation des inégalités. Quant à l'extrême droite, elle nous appelle au repli, à la sortie de l'Europe et du monde. Ce serait d'abord un désastre pour les travailleurs français. Voilà, donc il est assez clair. Il a parlé de protectionnisme aussi, de rejet du protectionnisme. À qui s'adressait? À Arnaud Montebourg, Marine Le Pen? Apparemment, il parlait de l'extrême droite. Oui, mais il a évoqué les progressistes. Oui, mais ce sera un débat. Je pense que ce sera un débat de la primaire entre Arnaud Montebourg notamment, sans doute, et Manuel Valls. La question de la protection. C'est-à-dire, est-ce que on considère que la construction européenne doit être ouverte à tous les vents, et dans le fond, on est dans la mondialisation libérale et on accepte ces règles du libre-échange telles qu'elles sont aujourd'hui poussées à l'extrême, ou est-ce qu'on assume le retour d'une certaine protection à nos frontières? Voilà, et ça c'est un sujet que Montebourg porte depuis longtemps et qui sera à mon avis un sujet intéressant de cette primaire. Juste au passage, Manuel Valls, il est candidat à cette primaire? Je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur sa volonté d'être candidat. Est-ce qu'il est déçu de ne pas être adoubé en quelque sorte par François Hollande là? Ça, écoutez, moi je n'ai pas eu sa réaction, mais hier François Hollande n'était pas là pour adouber qui que ce soit. Il était là pour annoncer une décision grave qui était la sienne, donner un certain... Pas eu sa réaction, mais hier François Hollande n'était pas là pour adouber qui que ce soit. Il était là pour annoncer une décision grave qui était la sienne, donner un certain nombre d'éléments. D'abord, il a défendu son bilan. Je pense que c'est peut-être ce qu'il y a de plus dur pour lui, c'est de ne pas pouvoir lui défendre ce bilan qui a été beaucoup attaqué, beaucoup critiqué, y compris à gauche.
Et je pense qu'il aurait voulu sans doute donner sa part de vérité sur ce bilan. Mais bon, donc il défend son bilan et puis il a dit deux, trois choses effectivement importantes. Il a parlé de protectionnisme. Le protectionnisme, ce n'est pas tout à fait ce que vient de dire Laurent Baumel. Ça a une définition sur le plan de la politique économique. Ça a existé dans le passé et je crois effectivement que c'est un danger redoutable pour la France et pour l'économie française. Il a aussi appelé à l'union des progressistes et d'une certaine façon, il s'est adressé à vous, Emmanuel Macron, à Jean-Luc Mélenchon, peut-être sur le thème face au danger François Fillon et Marine Le Pen, la division, ça va pas marcher. Je ne vais pas faire l'exégèse et post-rationaliser, comme on dit régulièrement, les discours du président de la République. Emmanuel Macron défend depuis le lancement d'En Marche l'idée que le clivage gauche-droite est dépassé, qu'il y a un clivage désormais inscrit dans le paysage politique français entre d'un côté les conservateurs et de l'autre les progressistes, et qu'on a des conservateurs de gauche et de droite et des progressistes de Emmanuel gauche. Macron s'est senti concerné, il a eu l'impression que Non, François à Hollande... nouveau, il ne faut pas chercher à faire des analyses qui, objectivement, n'auraient pas de sens particulier. Je crois que le président de la République hier Christophe Castache le disait à l'instant, exprimer un bilan, je pense qu'il aurait souhaité le défendre, il ne sera pas en capacité de le faire. La question, et c'est désormais celle qui se pose aux Français, pas seulement à gauche, c'est la question du choix de la société dans laquelle on veut s'inscrire demain et des clivages politiques qui feront la société française demain. Notre conviction, c'est que ça se fera entre d'un côté les conservateurs et de l'autre les progressistes. Il n'ira pas à la primaire, c'est sûr, Emmanuel Macron. Non. Ça c'est clair. Jean-Luc Mélenchon non plus. Non, parce que le spectacle des primaires va être un spectacle déprimant. Ils vont se mettre des baffes plus ou moins feutrées. Je le répète, après, en ayant gouverné ensemble, mais tous en voulant se décaler sur le fait que le bilan n'est pas le leur. Le pauvre monsieur Hollande, c'est un peu le sacrifice symbolique d'un chef, alors que c'est l'ensemble du clan qui est responsable. Ça va être un congrès du PS, en fait, qui va avoir lieu. Et nous, on n'est pas concernés. Que les choses soient claires. La dynamique Mélenchon, elle vient du fait que nous ne sommes pas dans la primaire. Alors vous avez des gens qui nous disent, venez nous apporter votre dynamique, votre fraîcheur, votre enthousiasme populaire. Mais précisément, cette mobilisation autour de la candidature Mélenchon, elle est là parce qu'elle est claire, elle est cohérente et qu'elle ne veut pas combiner avec eux. Alors, ça sert à quelque chose cette primaire. Est-ce qu'elle va être différente parce que François Hollande ne sera pas candidat? Est-ce qu'elle va attirer plus d'électeurs? Est-ce qu'elle va avoir plus d'enjeux? Je pense qu'intellectuellement, elle va intéresser les électeurs de gauche parce que ça va être la confrontation effectivement entre deux lignes de gauche gouvernementales, mais qui sont au cœur des débats qui traversent la gauche depuis des années. Finalement, est-ce que la gauche doit évoluer vers un modèle plus social-libéral ou est-ce qu'elle doit trouver sa modernité, mais dans une certaine fidélité à ses principes et ses combats historiques? Mais ce que je voudrais dire par rapport à ce que dit Alexis Corbière à l'instant, c'est que il occulte, c'est pas la première fois qu'on débat ensemble, oui. je remarque ça, il occulte systématiquement la raison d'être principale de cette primaire. La raison d'être principale de cette primaire, c'est d'essayer d'aboutir à une situation où la gauche ne soit pas mécaniquement éliminée de l'élection présidentielle. Et ça, la façon dont les amis Jean-Luc Mélenchon évoquent cette primaire, comme si c'était un congrès du PS... C'est pas leur souci. Ben, voilà, on a l'impression que ça n'a pas d'importance. C'est que si Jean-Luc Mélenchon terminait à l'issue du premier tour, premier à gauche, on a l'impression que voilà, l'objectif serait atteint. Mais non, et si au bout du compte la gauche est absente du deuxième tour de l'élection présidentielle, en quoi ça aura fait avancer les valeurs communes qui sont les nôtres dans le pays? Christophe Castache, et après on reviendra, puisque dans le fond, on voit bien, vous êtes en dehors de la primaire, vous êtes dans la primaire. Christophe Castache. Moi, je crois que la primaire, c'est la planche de salut de la gauche. Et si la primaire n'est pas réussie, et ce risque existe, hein, donc il faut impérativement que nous réussissions cette primaire. Je crois que la gauche sera effectivement divisée et qu'elle ne sera tout simplement pas dans le match. Et donc elle sera zappée de cette élection présidentielle. Elle ne sera pas pour les Français. PS ou bien la gauche, parce que la gauche. Elle ne sera pas pour les Français un recours face à la droite et à l'extrême droite. Donc bien, les Français, assez logiquement, choisiront leurs candidats, mais pas forcément à gauche. D'ailleurs, ils ont commencé à le faire à la primaire de la droite, on l'a vu, pour certains, à gauche. Et donc, il faut impérativement que cette primaire permette de créer une dynamique qui permette effectivement aux candidats, quel qu'il soit, qui sortira de cette primaire, de pouvoir représenter une alternative crédible. Parce que pour le moment, ce n'est ni Mélenchon ni Macron qui représente cette alternative. Aucun des candidats aujourd'hui à gauche n'est en capacité de se qualifier pour le deuxième tour. C'est ça la réalité de la situation politique aujourd'hui.
Oui, mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas quand on écoute Laurent Baumel, Christophe Careiche, c'est le problème de la gauche, c'est pas sa division, c'est qu'il y a 20 points de moins depuis 2012. Où sont-ils ces gens? Ils sont pour l'essentiel dans l'abstention pour l'instant, et ils ne veulent pas. Ils sont dégoûtés de la politique qui a été menée par le Parti socialiste, par le fait que 250 députés ont été fidèles toujours au choix fait par Monsieur Hollande, Monsieur Héron, Monsieur Valls. Ils ont été aussi dégoûtés par le fait qu'à un moment donné, Monsieur Hamon et Monsieur Montebourg ont décidé de chasser Héron pour mettre Valls à Matignon avec des mauvais choix. Ils sont pas d'accord avec le fait que, par exemple, le traité Sarkozy-Merkel qui va être renégocié a été adopté dès le départ avec l'accord de Monsieur Montebourg. Donc, tous ces gens qui sont sortis aujourd'hui et qui sont à distance, donc comment vous les faites revenir? Donc vous êtes d'accord, ce sont des gauches irréconciliables, c'est ce que vous nous dites. Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'à ce stade, ça ne passe pas, selon moi, je peux me tromper, ça ne passe pas par le fait de leur dire, rassurez-vous, nous sommes remis d'accord avec le PS. Ça passe par le fait de leur dire, la dynamique, aujourd'hui, elle est de notre côté. Moi, je pense que Mélenchon peut être au second tour. Je pense qu'aujourd'hui, la division, aujourd'hui, mais oui, mais écoutez, mais il a plus de chances de toute façon que tout candidat socialiste. Et il peut être troisième, mais dans l'état actuel des choses. Alors vous voyez, c'est ça la différence que nous avons. C'est qu'il y a un profond défaitisme du côté des socialistes qui se disent c'est la défaite assurée, qui ne cherchent pas à reconquérir des gens qui sont aujourd'hui éloignés du vote et qui ne veulent qu'une chose, c'est qu'on se rassemble. Alors qu'en fait, il y aura moins de candidats qu'en 2012. La question à se poser, c'est pourquoi les gens aujourd'hui ne veulent plus entendre parler d'eux. Il y a aussi Yannick Jadot, le candidat écologiste, qui lui ne veut pas non plus aller dans la primaire. Mais la primaire, on a une grande chance, c'est qu'on a une comparaison. La primaire de 2011 a créé le désordre et les frondeurs de 2013. La primaire à droite, François Fillon, le soir du 27... la victoire de François Hollande d'abord. Oui, et on voit ensuite la difficulté à gouverner et le problème de cohérence politique et d'offres claires et de clarté dans ce qu'on fait. Les Français n'y comprendront plus rien. Écoutez, demain, vous avez des différences de fond structurelles entre les positions d'Arnaud Montebourg et de Manuel Valls. Elles sont connues, elles sont établies, elles sont publiques. Comment vont-ils faire? C'est là qu'on comprend pas bien. Laissez-moi terminer. Comment est-ce que vous voulez faire croire ensuite à la sincérité? Et les Français ont besoin de sincérité et de clarté, du rabibochage général après s'être joyeusement engueulé pendant 6 semaines. Personne n'y croit, il y a un problème de clarté. Ce ne sera pas un rabibochage. Ce ne sera pas un rabibochage. Mais ça sera un débat auquel les Français et les électeurs de gauche en particulier sur BFM TV par exemple, pourquoi pas, seront conviés. Un débat entre des orientations effectivement différentes, mais qui ne sont pas incompatibles, mais qui devront être tranchés. Donc moi, il y a quelques mois, moi je ne sais plus à quel sein me vouer. Là-dessus, je veux dire un mot, parce que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure sur conservateurs, réformistes, etc. Moi, je pense que ce clivage, il existe évidemment. Je pense qu'il est peut-être en train de devenir secondaire, parce que la vérité, c'est qu'il y a une reconfiguration politique en France comme dans bien d'autres pays. Je pense par exemple à l'Angleterre, et que cette reconfiguration politique, elle est à l'œuvre par exemple avec la désignation de François Fillon. Et donc la question n'est plus tellement celle-là. La question, elle va être aussi pour la gauche de savoir comment on s'organise par rapport à une droite effectivement qui n'est plus la droite d'hier, qui n'est plus la droite chiracienne, qui n'est plus la droite même sarkozyste d'un certain point de vue, mais qui est une droite qui s'assume totalement sur le plan idéologique. Donc c'est cette question qui va être posée en 2017. C'est pas une offre pour. Non, justement, il faut une offre pour. Je pense que ce que nos amis ne veulent pas entendre, c'est qu'il y a des différences extrêmement importantes entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, ou entre Manuel Valls et Arnaud Montebourg. Presque. D'accord. Mais en tout état de cause, nous avons tous qui sommes ici présents des différences encore plus importantes et même considérables avec le programme de François Fillon et avec le Front National. Or, cette dispersion des candidatures, elle aboutira mécaniquement à des campagnes de parts de marché où les candidats vont se prendre des électeurs les uns aux autres. À l'arrivée, on risque d'avoir 3 tiers. Alors ok, il y en aura un qui sera 3e, l'autre qui sera 4e, et puis un qui sera 5e. Donc celui qui sera 3e aura l'impression d'avoir réussi l'élection présidentielle. Mais c'est pas ça le sujet. Oui, et alors, vous croyez que la suite, elle se joue dans un monde abstrait où on se fiche de savoir qui est le président de la République et la politique qui est menée? On pense aux Français d'abord. Oui, mais... Donc, je veux dire, c'est ça la vraie interpellation sur la question de la primaire. Mais cher Laurent Baumel, vous réfléchissez old school, en vieille époque. Aujourd'hui, il n'y a plus de cheptels électoraux. Quand bien même nous mettrions d'accord,
Quand même, il y aura un candidat unique. Les gens qui sont plutôt d'une sensibilité Valls ou Macron, ils ne voteront pas pour Mélenchon. Les gens qui sont plutôt d'une sensibilité Alors donc, Mélenchon... la dispersion. Non, il faut, aujourd'hui, moi ce que je crois, c'est que les milieux populaires, la grande majorité, ils n'en ont rien à fiche de savoir si à mes côtés j'ai Monsieur Cambadélis. Ils vont voter Marine Le Pen. Et ils vont venir voter en masse pour Jean-Luc Mélenchon. Routel Kriaf a tort. Les milieux populaires ne votent pas Marine Le Pen. Vous avez tort de dire ça. Ils s'abstiennent. Ils s'abstiennent. Le premier comportement électoral des milieux populaires, c'est l'abstention. Et ça, c'est une grille d'analyse. Si vous nous vendez tous les soirs en disant les milieux populaires votent Le Pen, vous faites le jeu du Front National et je sais que ce n'est pas vos convictions. D'accord. D'abord, les milieux... Non, mais c'est important. Ne racontez pas ma vie, merci. Non, mais je veux dire, objectivement, comme journaliste, j'entends. Vos opinions, je ne les connais pas, mais comme journaliste, je vous sais rigoureuse, les milieux populaires ne votent pas Front Moi, j'ai une question. Est-ce que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron, ils vont aller voter à la primaire ? Franchement, à votre avis? Non, mais ce que je veux dire, c'est une primaire ouverte. Évidemment. Donc ils vont s'intéresser à la primaire, en fait. Ils auront bien dans le fond, je crois que nous, on a aujourd'hui, je crois, 115 000 adhérents. Ce qui a fait que les gens sont venus En Marche, c'est le rejet des jeux d'appareil. Donc je suis pas certain qu'ils allaient se mettre dans la primaire du Parti Socialiste. Un jeu d'appareil, Voilà. Il y a des millions de gens. Ça reste la primaire du Parti Socialiste et pas la primaire de la gauche telle qu'elle avait été imaginée avant. Moi, de toute façon, il n'y a pas de comportement disciplinaire qui est demandé. Moi, ce que je crois, c'est que déjà, je les invite, les amis, nous, on a besoin d'argent avec Jean-Luc Mélenchon, donc si vous avez 2 euros à donner, c'est un. Ou un euro, très bien. Non, mais financer quelque chose d'utile. Deuxièmement, je crois, mais ça, les faits me montreront au mois de janvier, il n'y aura pas cette centralité qu'a pu avoir la primaire de la droite. Parce que la primaire de la droite, c'était une primaire de gagnants potentiels. Là, ce sera une primaire de perdants. Et je crois que beaucoup de gens ont compris que ça ne passera pas par là. Alors, il y aura 1 million peut-être de gens qui viendront, mais ce sera encore les gens qui gravitent autour du PS d'une sociologie très particulière, et j'en reviens, les milieux populaires ne viendront pas. Ils sont pas venus en 2011, ils viendront encore moins dans leur pays.